on est avec Philippe de Villiers ce soir. Cher Philippe, bonsoir. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi soir. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir, merci également d'être présent. Depuis 15 heures ce vendredi, le monde a les yeux rivés sur la bande de Gaza et la libération des otages. Que sait-on à 19 heures, heure française ? Eh bien, que 13 otages israéliens ont été libérés après 49 jours de captivité aux mains de terroristes du Hamas et aux mains de ces terroristes depuis le 7 octobre dernier. Parmi ces 13 otages israéliens, 4 enfants et 6 femmes âgées. Il y a également 1 Philippin et 10 Thaïlandais qui ont été libérés. Cette première étape de libération d'otages se fait en échange de prisonniers dans un contexte de trêve de 4 jours où 50 otages doivent être libérés. On découvre les images, les visages de ces otages qui ont été libérés. C'est un premier pas pour ces familles qui vivent un enfer depuis maintenant le 7 octobre. Mais c'est aussi cette difficulté de traiter avec un groupe terroriste, Philippe de Villiers. Oui, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Réjouissons-nous. Il y a des vies humaines en jeu. Il y a des familles ce soir en Israël qui retrouvent un peu de bonheur, qui était jusqu'à présent sous pression. C'était horrible, c'était intenable. Il faut penser aussi aux autres familles qui sont dans l'attente des 4 jours à venir, puisque c'est une libération au compte-gouttes. Tout est mené par le Hamas. Et moi, en cet instant, je pense qu'on est devant une situation qui est d'une complexité que moi, je n'ai jamais vue de ma vie. Quand j'étais au gouvernement, j'ai vécu avec Jean-Charles Marcani, Charles Pasqua, Jacques Chirac, François Mitterrand, la libération des otages français au Liban. Les choses étaient, d'une certaine manière, c'était le Hezbollah, c'était beaucoup plus simple. Là, en fait, si on résume la situation, on a un groupe terroriste qui, dans sa charte, a prévu l'éradication d'un État qui s'appelle Israël. C'est ça le but, l'objet social du groupe terroriste. En face, après avoir été victime d'un pogrom de ce groupe terroriste, on a un État, Israël, qui fait jouer le principe admis par le droit des gens, depuis le plus haut Moyen-Âge, de la légitime défense. Donc on a un groupe terroriste qui veut éradiquer un État, on a un État qui, faisant jouer la légitime défense, veut éradiquer le groupe terroriste. Et c'est la guerre. Et à la guerre, rien n'est propre. Donc c'est une guerre d'élimination, c'est une guerre d'éradication. Et voilà qu'au milieu de la guerre, on fait quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas un armistice, ce n'est pas une trêve, c'est une pause. C'est-à-dire qu'on dépose les armes quelques instants, le temps de libérer au compte-gouttes quelques otages triés sur le volet, et dans une asymétrie qui est frappante. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté 150 prisonniers contre 40 otages. Donc on a des innocents qui reviennent chez eux, et on a des coupables, des criminels, des terroristes qui sortent de prison après avoir purgé un début de peine pour avoir commis des crimes terroristes. Voilà. Mais pour moi, le plus difficile, c'est maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a un État qui va peser tout son poids. C'est l'oncle Sam. C'est l'oncle Sam qui est revenu, en fait. L'oncle Sam qui va dire aux Israéliens, non, c'est pas 4 jours la pause. Tant qu'on n'a pas récupéré tous les otages, on poursuit la pause. Et puis, n'oublions pas que je souris, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'on est rendu au Qatar maintenant. Il n'y a pas que la Coupe du Monde au Qatar. Pour aller libérer les otages, c'est le Qatar qui mène la danse. Donc, dans l'échelle de la confiance, l'échelle de perroquet de la confiance,
comme on n'a pas confiance dans le groupe terroriste, on dit qu'on aura plus confiance dans le Qatar, parce que le Qatar est le parrain du groupe terroriste. Bon, et puis il y a l'Égypte qui joue son rôle de son côté. Donc, moi, je dis que les diplomates de part et d'autre, de tous ces pays qui sont aux prises avec le Hamas et qui font revenir les otages, ont du mérite parce qu'il faut beaucoup de sang-froid et il faut la tête froide. C'est intéressant, dans votre premier décryptage, vous avez parlé du Qatar, vous avez parlé du Hamas, vous avez parlé de l'Égypte, vous avez parlé des États-Unis, et pas une seule fois vous avez parlé de la France. Non. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron, ça rime avec coupeur de citron. C'est-à-dire ? Ben, il est en train de planter le chêne de Saint-Louis, là, dans le Jura, aujourd'hui. Remarquez, c'est bien de planter des arbres. Moi, je l'ai fait dans mon département tous les ans à la Sainte-Catherine, avec les enfants des écoles. Mais il y a quelque chose de surréaliste. Je dis le chêne de Saint-Louis parce que du temps de Saint-Louis, et du temps de Louis XIV, et du temps de Clémenceau, et du temps de De Gaulle, et du temps de Pompidou, et du temps de Giscard, et même du temps de Sarkozy, on serait là-bas, on mènerait le jeu. Il ne faut jamais oublier que le Liban, c'est une création française, la Syrie, c'est une création française, on avait des mandats, on était omniprésents, et on avait les chrétiens d'Orient, partout, qui étaient nos relais, qui étaient nos têtes de pont. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on n'est plus rien, et c'est pire que ça, c'est même pas volontaire de la part des autres États, des autres puissances, c'est qu'on ne fait même plus attention à nous. Quand vous dites coupeur de citron, j'imagine que c'est une comparaison avec le surnom des remplaçants sur le banc des remplaçants dans les matchs de football, c'est ça ? Est-ce que ça veut dire que la visite d'Emmanuel Macron, qui quand même est allé en Égypte, est allé dans tous les pays qui entourent Israël, tout comme son ministre de la Défense d'ailleurs, la semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour, il était sur place aussi, il est allé au Qatar, il est allé en Égypte, il est allé en Israël, que tout ça n'a servi à rien ? Ou alors, si ça avait servi à quelque chose, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des Français qui auraient été libérés ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a aucun Français libéré dans la première étape. Dans la première étape. Prenons énormément de précautions sur la libération des otages, puisqu'il paraîtrait que sur les 50 otages qui doivent être libérés sur les 4 prochains jours, il y aurait 3 otages français. Et je le rappelle, on est à 8 otages ou portés disparus du côté des Français. Je préférais recontextualiser. Allez-y, Philippe. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que on a un président affaibli dans son propre pays qui a sa rue arabe. Donc en fait, les pays arabes, ils nous regardent avec ironie. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux sont solidaires du peuple palestinien. Beaucoup d'entre eux regardent avec attention ce qui est en train de se passer entre Israël et le Hamas. Beaucoup ne sont pas pour le Hamas. Beaucoup espèrent qu'Israël va régler le problème. Mais nous, on n'est nulle part. Pourquoi ? Parce qu'on a l'épée dans les reins. On a l'épée des banlieues dans les reins. Et tout ce que fait Emmanuel Macron et tout ce que fait le gouvernement, son absence totale à Crépol, totale, c'est pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a peur. On a le gouvernement de la peur, comme jamais on a eu le gouvernement de la peur, la peur de Naël à l'endroit, Naël à l'envers. Naël à l'endroit, c'est ce qu'on a vécu, les émeutes. Et Naël à l'envers, c'est ce qui pourrait arriver avec tout à coup une réplique des Gaulois réfractaires. Qui dirait on en a ras-le-bol. Pour rester sur la question des otages, Philippe, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos l'affaire des otages du Liban, des Français otages au Liban, entre 1985, je crois, et 88. 82. 82, le début, en effet. Et vous les connaissiez et vous avez suivi cette histoire quand vous étiez aux affaires. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire a été un peu oubliée, même si à l'époque, en effet, ils étaient tous les jours mentionnés dans les journaux télévisés, ça avait mobilisé l'opinion. Ce qui, du point de vue de l'homme de pouvoir que vous étiez à l'époque, s'est passé. Comment ça s'est passé sur le plan diplomatique, l'investissement notamment de François Mitterrand, de Jacques Chirac, des ministres à l'époque ? Quel a été le rôle de la France dans cette libération ? Alors,
c'est tout à fait surprenant parce que vous aviez 3 pôles. Vous aviez Jacques Chirac, qui était très mobilisé sur le sujet. Vous aviez Charles Pasqua, qui était considéré comme un spécialiste, avec un homme tout à fait remarquable qui s'est comporté comme un héros, Jean-Charles Marchiani, parce qu'il est allé là-bas. Qui était préfet. Il a pris des risques personnels. Et c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Et puis, il y avait le président de la République, François Mitterrand. Donc, on était en pleine période de cohabitation. Et donc, moi, j'ai assisté à des conversations où Jacques Chirac disait à Charles Pasqua il faut qu'on consulte l'Élysée, etc. C'était un jeu à 3, en fait. Mais les 3 se sont entendus et on a fait libérer les otages. Il y en a un qui est mort, c'est Michel Seurat. Mais sinon, les autres sont tous revenus. Je ne rentrerai pas dans le secret de la négociation. Je vous dirai simplement que j'ai vu à l'œuvre des grands professionnels. Je voudrais qu'on revienne également parce que il l'a dit, Geoffroy, à cette époque-là, le nom des otages français, le visage des otages français était diffusé chaque soir dans les médias et que depuis le 7 octobre, il y a une petite bascule depuis maintenant une semaine, mais qu'entre le 7 octobre et disons le 20 novembre, rarement on a entendu parler de ces otages français. Comment vous l'expliquez ? Alors d'abord, il faut rendre hommage à CNews, puisque c'est la chaîne qui parle des otages français tous les jours et qui montre les visages, sauf erreur de ma part. Alors, la question qui se pose, elle est simple. Pourquoi on n'en parle pas sur les chaînes de service public, les radios de service public, télévision de service public, et pourquoi le président de la République est si discret ? Tout simplement, j'y reviens, parce qu'on a installé chez nous une contre-société qui menace à tout moment, c'est la jurisprudence des émeutes de juin, qui a énormément marqué le gouvernement, qui menace à tout moment de descendre dans la rue. Voilà. Donc, quand vous avez une rue qui s'appelle, que les gouvernants eux-mêmes appellent la rue arabe, et que vous avez un conflit à l'autre bout du monde qui met en jeu ce qui est dans le tréfonds de la culture de cette contre-société, face à notre société, ben vous avez les mains liées, vous ne pouvez plus rien faire. Vous faites de la communication. À l'instant, la diplomatie française et Paris qui salue la libération des otages, des 13 otages israéliens. Je rappelle également que parmi les otages, il y a 10 Thaïlandais et 1 Philippin. Donc on est ce soir à 24 otages. Mais concernant les 10 otages thaïlandais et l'otage philippin, on sort de ce cadre et de cette décision comme un accord qui avait été pris entre Israël et le Hamas, c'est-à-dire qu'en 4 jours, il doit y avoir 50 otages libérés et 150 prisonniers qui doivent être rendus, si vous me permettez l'expression, au Hamas. Oui. Une toute dernière question sur ce sujet-là. Dans un instant, on va parler en longueur de Crépol. On reviendra tout au long de l'émission et peut-être en fin d'émission, évidemment, sur les otages. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit « j'ai jamais vu une telle situation, un tel rapport de force ». Est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui que depuis le 7 octobre, c'est le Hamas qui mène la cadence, qui mène la danse. Et c'est le Hamas aujourd'hui qui est en train de gagner ce bras de fer avec l'Occident, Israël et derrière les États-Unis. Alors, c'est la vraie question. D'un côté, Israël a sa culture de la vie à tout prix qu'on sauve. Une vie d'Israélien, on la sauve. On va chercher le gars dans les barbelés, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un principe d'Israël. Et de l'autre côté, on a le Hamas qui, en fait, est une bande de professionnels de la communication géostratégique. Parce qu'on parle de la rue arabe en France, mais la rue arabe, elle est partout. Et donc, en fait, vous avez les gens qui sont
au balcon, partout, et qui regardent ce qui se passe. Et qui disent chapeau le Hamas. Parce que là, le système du compte-gouttes, c'est le Hamas qui distribue les gouttes à son rythme. Et je reviens sur l'affaire des 4 jours, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible que les États-Unis eux-mêmes, sous la pression de la communauté internationale, disent à Israël, bon... on n'a pas eu les 50 otages, donc on continue. Donc on continue la pause. Bon, jusqu'au moment où il sera plus possible de reprendre la guerre, quoi. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait dans la scolastique, dans les universités, il y avait ce qu'on appelait le principe de non-contradiction, qui fonde la philosophie, finalement. C'est-à-dire est, non, non. Le cheval d'Henri IV est blanc, il ne peut pas être blanc et noir à la fois. Or là, on est dans une situation de guerre, non-guerre, post-guerre, pré-guerre. C'est pas un armistice, ça, c'est une pause. Donc, c'est une situation extraordinairement complexe parce qu'elle est foncièrement contradictoire. En fait, c'est un piège. Depuis le 7 octobre, c'est un piège qui est tendu à Israël et globalement à tout l'Occident. Alors, j'oserais pas le dire comme ça, mais... En tout cas, ma question, c'est... Voyez-vous un moyen de sortir de cette situation dans laquelle le monde entier condamnerait une riposte jugée disproportionnée et en même temps, il y a des otages à sauver qui sont libérés, comme vous l'avez dit, au compte-gouttes avec une sorte de supplice au fur et à mesure que les jours passent, l'opinion mondiale, qui est beaucoup plus clivée qu'en Occident, considère que finalement... Israël est de moins en moins fondé à se défendre. Comment vous pensez que Israël... Non, je raisonne pas comme ça. Moi, je raisonne avec mon expérience quand j'étais petit secrétaire d'État là, et que je voyais les responsables d'un gouvernement. On avait des otages français au Liban et des familles qui venaient nous voir, qui nous suppliaient en larmes. Donc, un pays, c'est ça la grandeur d'une nation. Une nation, elle veille sur ses petits. Elle veille sur ses nationaux. Donc, moi, je ne fais pas de procès, d'autant plus que nous, on a des otages. Donc, il faut faire attention à ce que nous disons ensemble. Et ces otages, il faut qu'ils reviennent. On a déjà 40 morts, auxquels, j'espère, on rendra un jour hommage. On a 8 otages qui sont là-bas. Il faut aller les chercher. Et donc, pas de jugement brutal. Une toute dernière question, Philippe de Villiers, et je le dis, on reviendra très certainement en fin d'émission si des nouvelles informations tombent, parce qu'il faut prendre toutes les précautions ce soir et toute la prudence, et vous l'apprenez évidemment, Philippe de Villiers, mais on pense évidemment à ces familles qui sont dans l'angoisse, qui vivent un enfer depuis le 7 octobre. Lorsque je vous écoute et que je vois défiler ces visages, par exemple de Margalit Moses, 78 ans. On a vu également cette jeune fille de 6 ans, Emilia, de sa maman, Danielle Aloni. Est-ce que, alors que depuis le 7 octobre, il y a comme un doute qui plane autour du Hamas, idéologiquement, politiquement, même chez nous, c'est-à-dire que certains chez nous refusent de parler du Hamas comme d'un groupe terroriste, quel sens humain il y a à prendre en otage pendant 49 jours des enfants, des femmes, Yafa Hadar, 85 ans. Quelle est la limite lorsqu'on est finalement... allez, je vais prononcer ce mot que certains emploient, c'est-à-dire que ce serait un groupe armé, le Hamas, pour certains. Ce sont des islamistes, terroristes. Pour eux, la vie n'a pas la même valeur que pour nous. Il y a une vraie différence de civilisation. Pour eux, la guerre est au-dessus de tout. Ça s'appelle le djihad. Le djihad, c'est la conquête du monde, la conquête islamique. Et tant que le monde ne sera pas soumis à l'islam, islam ça veut dire soumis, eh bien, on a le droit de tuer, on a même parfois le devoir de tuer. Dans l'actualité également, aujourd'hui, je le disais, si le monde a les yeux rivés sur Israël depuis maintenant 15 heures, la France, elle,
avait les yeux rivés sur Thomas et sa famille, ses proches, ses amis. Thomas, 16 ans, qui devait souffler sa 17e bougie le 6 décembre prochain, apprécié de tous, capitaine de son équipe de rugby. Thomas n'est plus, tué en marge d'une fête, une fête de village. Cet acte barbare provoqué et a provoqué une onde de choc dans le pays. Avec vous, on va tenter de comprendre de quel mal est frappée notre société et comment y répondre. Vous découvrez ces images bouleversantes que vous avez pu suivre sur l'antenne de CNews ce matin. Ça s'est passé ce vendredi avec 2000 personnes qui se sont réunies lors de la cérémonie de funérailles à la collégiale de Saint-Donat sur l'Herbasse. Un silence déchirant, une dignité des personnes présentes, de la famille, de ses proches qu'on va entendre dans un instant. Mais ma première question, Philippe de Villiers, elle est simple mais évidemment lourde de sens. Que diriez-vous ce soir à la maman de Thomas, à ses grands-parents qui ont pris la parole, ses amis qui pour certains ont porté son cercueil alors qu'ils sont à peine majeurs? Les grandes douleurs sont muettes. Et je pense que dans les premiers instants, je ne leur dirai rien. Parce que les mots, si chargés d'affection fussent-ils, dans une circonstance aussi tragique, ne sont pas à la bonne altitude. Je les serrai contre mon cœur, comme un père qui devine le vertige, la béance au-dessus de l'abîme, au-dessus du manque. Je les serrerai comme un Français contre mon cœur, avec un cœur qui souffre comme le leur, qui souffre avec eux. Et puis un peu plus tard, peut-être je risquerai une parole. Regardez autour de vous. Il y a tout un pays qui est là, dans la détresse, dans le désarroi, dans la colère. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ce sont vos larmes. Et ce sont les larmes d'un peuple entier qui entre en résistance, pour reprendre le mot du prêtre. Les larmes de la résistance. Et peut-être qu'un peu plus tard, je me risquerai à leur glisser la prière d'un grand poète qui a perdu sa fille, qui avait 16 ans, comme le jeune joueur de rugby, Thomas, et qui s'appelait Léopoldine. Quand il a appris la mort de sa fille, il a hurlé « Je fus comme un fou dans le premier moment ». Puis ensuite, il est allé au cimetière à Villequier, comme les parents de Thomas iront au cimetière de Crépol un peu plus tard, pour se recueillir. Et il dit ceci, le grand poète terrassé par la douleur. « Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. » C'est pas la première fois, malheureusement, qu'on doit commenter une actualité dramatique, Philippe de Villiers, depuis septembre. Et ces émissions le vendredi où on tente de prendre de la hauteur et de comprendre quels sont les maux de notre société et aussi parfois de sourire et d'avoir des actualités joyeuses. Lorsque j'ai vu ces images à Crépol et autour de Thomas, de sa famille, j'ai repensé à notre émission le jour de l'attentat d'Arras. Est-ce que vous avez peur pour la France, Philippe de Villiers, et pour les Français? Oui et non. Quand on voit les images de la semaine sur Crépol, quand on voit les images du massacre, les images de ce que le grand-père a appelé des sauvages,
on a peur. On ne peut pas ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ces images, elles viennent après le 7 octobre, elles viennent après les émeutes de juin, et elles viennent après l'assassinat des professeurs, Paty puis Dominique Bernard. Ça s'accélère. Et je dis oui et non parce que quand on voit la foule, qui n'est pas une foule, qui est un peuple, je dirais même plus qu'un peuple, une civilisation en marche, en résistance. On se dit, la France est grande. Il y a une dignité, une élégance de l'âme qui affleure. Ils sont magnifiques. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Et je me dis, cette France-là, elle va bouger. Cette France-là, elle subit un nouveau choc traumatique. Mais Crépol, c'est peut-être un point de bascule. Vous avez parlé du grand-père de Thomas, il a pris la parole ce matin. Écoutez ces mots d'une profonde tendresse, bien évidemment, pour son petit-fils, mais également un message adressé au bourreau et un appel à ce que justice soit rendue. Écoutez. Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiés. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra jamais mon Thomas. Pardon, mamie, notre Thomas. C'est très compliqué de rebondir sur ces images et sur ces mots, mais vous avez dit juste avant qu'on les écoute, Philippe, que cet événement, ce drame à Crépol était une bascule. Et moi, j'aimerais vous demander, des attaques au couteau, il y en a tous les jours. Des gens qui meurent assassinés avec un couteau, il y en a fréquemment, trop fréquemment. Et pourtant, cette fois-ci, on sent tous, confusément, que c'est différent d'habitude. Et j'aimerais vous demander pourquoi. Parce que il faut qualifier ce qui s'est passé pour vous répondre. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, que seuls les spécialistes suboderaient ou connaissaient. Je vais reprendre les mots du procureur, le fameux procureur qui, pour l'instant, a calfeutré les noms des auteurs. C'est la première fois dans l'histoire. J'ai jamais vu ça. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Je me souviens quand j'étais sous-préfet qu'il m'arrivait de dire au patron de la police ou de la gendarmerie, bon, vous ne donnez pas les noms. Donc on connaît. S'il n'y avait pas de gêne à donner les noms, on les donnerait les noms. Bon. Je reviens à mon sujet. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une expédition programmée, je cite le procureur, expédition programmée depuis une cité à Romans jusqu'à un village à Crépol. Pour quel mobile? Planter du blanc. Dauphiné libéré. Si ce mobile n'était pas le vrai, il y a longtemps qu'il aurait été démenti. En d'autres termes, ce qu'a très bien ressenti le grand-père, quand il parle de sauvages, on a affaire à des barbares
ensauvagés qui quittent la ville pour venir à la campagne. Donc là, il y a deux phénomènes nouveaux, Geoffroy, pour vous répondre. Le premier, c'est que le trouble se déplace de la cité où on a l'habitude de le trouver, là où les pompiers, la police et les médecins ne peuvent plus rentrer, à la campagne, qui était pourtant un oasis de tranquillité, jusqu'à présent. Et le deuxième phénomène, c'est que là, on passe d'une sauvagerie qu'on connaît sur les questions de drogue à Marseille, etc., à quelque chose de beaucoup plus gratuit et de beaucoup plus grave, c'est la haine de la francité, la haine de la France. Donc ça, c'est très nouveau. Et c'est ça qui peut faire peur. Mais je pense que c'est cette vision des choses, cette nouveauté, c'est-à-dire la cité qui se déplace à la campagne pour faire son marché d'horreur, est largement contrebalancée par la dignité de la foule, du peuple français qui est là comme un roc et qui semble dire « vous ne passerez pas ». Et en même temps, certaines personnes, pas très nombreuses, je vous l'accorde, mais disent qu'il y a une forme de passivité aussi dans cette réaction. Alors sur la dignité, il n'y a aucun problème, mais à force d'avoir intégré la notion de résilience, il n'y a jamais de riposte. Alors on peut s'en féliciter à beaucoup d'égards, mais on voit par exemple depuis 24 heures les Irlandais se déchaîner parce qu'ils sont en colère, en révolte. Comment vous expliquez ce qui se passe en France, cette capacité à ne pas réagir ? Alors, moi, j'ai une explication qui vient du tréfonds de ce vieux peuple auquel nous avons l'honneur d'appartenir. C'est un peuple qui est né avec un État État-nation. La France, c'est un des rares pays qui a été fait par un État, au temps de Clovis. Et l'État et les citoyens, c'est un échange. Je t'apporte la protection et tu m'apportes l'obéissance. Et donc les Français sont tellement rompus à l'idée de la protection régalienne depuis un millénaire que pour eux, il y a toujours l'espoir que l'État se reprenne et que l'État redevienne régalien. Et en fait, l'appel du grand-père, c'est ça que ça signifie. En fait, on est dans une société sans père. Donc, il n'y a plus d'identification pour ces jeunes. On est dans une société où il n'y a plus de magistère. Et on est dans une société où il n'y a plus de coupables. Il n'y a plus de magistère, donc il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de magistère au sens spirituel et culturel du terme. On ne fait plus que de l'économétrie. Et il n'y a plus de coupables. C'est la culture de l'excuse. La preuve, c'est que le présumé coupable du coup de couteau, on apprend qu'il a déjà été condamné. Et il a été condamné à quoi ? À ne pas avoir de couteau. De longs couteaux. Bon, mais en fait, tous ces gens-là, tous ces sauvages, pour reprendre l'expression du grand-père, tous ces barbares, vous savez ce qu'ils disent ? On s'en fout de la justice, on s'en fout de votre État, on s'en fout de vos hommes politiques, on s'en fout de votre police. On n'a peur de rien, parce que de toute façon, on ressortira aussi vite qu'on sera rentré si on est condamné. Ils ont fait l'expérience. Et donc, en réalité, ce qu'on vit là, c'est les 4 faillites. La faillite de l'État, qui n'a plus d'autorité. La faillite de l'école, qui ne lutte plus contre l'ensauvagement, parce qu'elle n'a plus rien à dire, l'école, elle n'a plus rien à transmettre. Si vous ne transmettez pas la France, vous transmettez quoi ? Si vous ne transmettez pas notre langue,
et notre art de vivre, parce que vous avez peur de la réaction de la classe, si vous ne pouvez plus emmener les gens à la piscine, parce que si vous ne pouvez plus les emmener à la cantine, parce qu'il y a le halal, vous ne faites plus rien. Et la troisième faillite, c'est la justice. La justice qui considère que, en fait, ce sont des victimes. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent déjà comme ça. Ce sont des victimes de la société. Donc, il y a un retournement de la justice. Syndicat de la magistrature. Et enfin, la faillite des élites. Et là, je pèse mes mots, mais je vais dire quelque chose de grave. La faillite des élites qui ont cru, et j'en ai été le témoin, qui ont cru pouvoir expérimenter une nouvelle manière de faire la France en la défaisant. C'est-à-dire, ils ont cru qu'ils pourraient changer la France avec un nouveau peuplement et changer de France. Est-ce que lorsque vous dites ça, vous pensez à la politique européenne, l'ouverture des frontières et une politique immigrationniste également ? Ah ben, je pense que... C'est ce à quoi vous faites référence ? Oui, je pense qu'entre l'impératrice von der Leyen et le gouverneur de la province de France, Emmanuel Macron, qui est son obligé, il y a au moins un point commun que les Hollandais viennent de découvrir, et les Irlandais aussi, et les Italiens aussi. Le point commun, c'est qu'ils sont migrationnistes. Et qu'est-ce qu'on voit à Crépol ? On voit les résultats de ce que Emmanuel Macron appelle de ses voeux la société multiculturelle. La société multiculturelle, je l'ai déjà dit, je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais c'est quelque chose que je pense profondément. La société multiculturelle conduit à la société multidéculturée, sauvage, et la société multidéculturée, elle est multiconflictuelle. Voilà. Et donc, au niveau européen, comme au niveau français, on s'apprête à mettre en œuvre le fameux pacte de la migration et de l'asile, au terme duquel tous les pays européens vont devoir se refiler les migrants, à charge pour ceux qui ne veulent pas accueillir de migrants, de payer une amende de 20 000 euros par migrant. Et à Crépol, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et à Romans, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai connu la ville de Romans. Il y a 30 ans, c'était l'industrie de la chaussure, je crois, etc. C'est une ville paisible. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos campagnes ? Qu'est-ce qui se passe dans nos campagnes ? Et les maires disent rien parce qu'ils sont tétanisés, les pauvres. Premièrement, on a fait la loi SRU, du temps de la politique de la ville, la mixité sociale, etc., pour mettre partout des HLM, pour faire rentrer une population immigrée. C'est comme ça que c'est passé à Romans. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, on a un guide pratique dont les maires ont pu discuter au congrès des maires, un guide pratique pour la migration à la campagne. Pourquoi je vous ai interpellé sur cette question migratoire, et vous avez cité Ursula von der Leyen et la politique européenne actuelle, c'est que, et je le dis en régie, on devait le voir un peu plus tard avec Benjamin No, mais on va le voir maintenant. C'est un débat et c'est la défense des territoires, la défense des frontières, la protection, ou en tous les cas la volonté d'avoir une politique migratoire contrôlée. Ce sont des combats que vous avez menés dans votre carrière politique. Et chaque semaine, on ressort quelques séquences marquantes. Je suis tombé sur une séquence, un échange que vous avez eu, on est en 2005, avec Dominique de Villepin. C'est très intéressant parce que Dominique de Villepin, aujourd'hui, fait la tournée des médias. C'est l'homme qu'il faut entendre pour la question au Proche-Orient. L'homme qui a la bonne parole. Réécoutons ce qu'il disait en 2005. Ce qui est intéressant également, c'est le climat politique, mais également médiatique. Tout ce que vous allez dire est finalement pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, on en voit peut-être, je dis bien peut-être, les conséquences. C'est le 10e anniversaire du traité de Schengen. Par application de ce traité, la France a donc supprimé ses contrôles fixes
avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et pourtant, j'étais à Modane hier avec mon collègue italien, où nous avons multiplié les patrouilles communes, les contrôles communs. C'est pour vous dire que nous continuons à travailler et à contrôler nos frontières. Les contrôles mobiles, puisque les contrôles fixes, de toute façon... Contrôle mobile, contrôle sur les autoroutes, contrôle dans les trains. Les contrôles Vous avez apporté tous les dictionnaires ce soir. C'est la Constitution. Il n'y a plus de frontières. Il y a un dictionnaire par nom. Non à l'Europe, non à la Turquie. Non au référendum. Oui, c'est à une une politique Europe qui nous protège. Quelle constatation on peut faire aujourd'hui? Moi, j'en fais 3. Oh là là. Après 10 ans... S'il vous plaît, non, c'est 3 phrases. On va être obligé d'arrêter là. Hein. C'est 3 phrases. D'abord, une hausse fulgurante de l'immigration. 300 000 entrées, ce ne sont pas mes statistiques, ce sont celles de l'Observatoire de la statistique de l'immigration. 300 000 entrées en 2003. Deuxièmement, les frontières abolies à l'extérieur ont été reconstituées à l'intérieur, avec les cités ghettos, les cités interdites, qui n'obéissent plus à l'état de droit, mais qui obéissent à la loi des bandes violentes. Et il y a quand même 20 000 véhicules brûlés chaque année. Non, la délinquance des bandes en France a diminué de 20% en 2004. Écoutez, je ne peux pas vous laisser caricaturer. C'est vrai que dans les journaux, on voit il y a 20 000 véhicules brûlés, c'est un petit peu moins, etc. Bon, il y a une diminution sérieuse de l'action des bandes dans notre pays. N'utilisons pas des épouvantails pour faire peur, Philippe de Villiers. Les Français sont assez grands pour juger. Il y avait 130 cités interdites il y a 10 ans. Il y en a 630 aujourd'hui. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et donc, alors, je voudrais vous poser une question. Justement, je vous ai apporté Oui, s'il vous plaît, parce que là... C'est le livre vert de la Commission de Bruxelles, hein, et qui dit qu'il n'y a pas assez d'immigration économique. Et qui demande, je cite, des flux d'immigration plus soutenus pourraient être de plus en plus nécessaires pour couvrir les besoins du marché européen du travail. Dans un pays qui a 2 500 000 chômeurs et qui reçoit 300 000 migrants chaque année, est-ce que vous jugez ce livre vert raisonnable? Moi, j'ai répondu tout à l'heure. Je considère qu'avec 500 000 emplois vacants en France et 2 500 000 chômeurs, la priorité, c'est de répondre aux demandes d'emploi de ceux qui vivent sur notre territoire. Voilà un point d'accord entre vous et moi. Je voulais vraiment vous montrer cette séquence parce que ça dit tout de ce qui peut se passer aujourd'hui. Ou en tous les cas, on comprend ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la question migratoire. Et cette bascule d'ailleurs de plusieurs pays européens qui se présentent différemment, soit par les urnes avec les Pays-Bas, soit par la violence, et d'ailleurs il faut la condamner, en Irlande. Philippe. Là, en fait, Dominique de Villepin, il est dans le déni, comme tous les autres. En fait, ça fait 40 ans qu'on est dans le déni. C'est-à-dire 40 ans qu'on a des hommes politiques, toutes tendances confondues, ou presque, qui disent « mais non, mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'augmentation de l'immigration », ou alors « oui, mais c'est nécessaire, parce qu'il y a des emplois que les Français ne veulent pas prendre ». Et pendant qu'ils sont dans le déni, ils font des lois, comme la prochaine sur l'immigration, pour la régularisation des sans-papiers. Mmh. Et quand ils sont contre la régularisation des sans-papiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire des quotas migratoires. Et les quotas migratoires, ça consiste à aller piller l'Afrique, prendre les meilleurs. Dans le temps, c'était la dentition et la musculature. Maintenant, c'est les diplômes. On prend les meilleurs médecins, on prend les meilleurs ingénieurs, on les pique à l'Afrique qui les a formés, et on n'a pas de scrupules. Ça s'appelle du néocolonialisme. Voilà. Et donc, tous ces gens, en fait, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font ça? Moi, maintenant, je suis arrivé à une réponse. Ils ont la haine de l'ancienne France. La France de notre enfance. La France d'avant, comme dirait Pascal Praud. Ils ont la haine de la France d'avant. De la France tranquille, de la France de nos traditions, de nos coutumes, de notre patrimoine, de ce qui nous rendait heureux, de ce qui a fait la grandeur de la France. Et donc, à vouloir fabriquer, avec l'immigration, un nouveau peuplement, ils sont en train de détruire pied à pied ce qu'a été la France. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Premièrement, il défait l'État, supprime le corps préfectoral, le corps diplomatique. Deuxièmement,
il défait la nation avec sa souveraineté européenne, c'est-à-dire qu'en fait, il abdique la souveraineté nationale. Et troisièmement, avec l'avortement constitutionnel et la loi sur l'euthanasie, il trouble le principe de la filiation avec la PMA. Et avec l'avortement constitutionnel et l'euthanasie, il raccourcit la vie au début et il raccourcit la vie à la fin. Revenons à Crépol, si vous me le permettez, Philippe, mais tout est lié. Des milliers de personnes étaient présentes devant l'église, parfois des Français qui ne connaissaient pas Thomas. Et vous allez entendre cette femme. Elle s'appelle Annick. Elle vit dans cette commune. Ce qu'elle dit, c'est la parole de milliers de Français dans les zones rurales, de milliers de Français qui sont jamais entendus, qui sont souvent caricaturés et qui, aujourd'hui, vivent dans cette insécurité. Si jeune de partir comme ça, non, ça ne devrait pas exister. Voilà. On était à côté de vous pendant cette cérémonie et on vous a vu ému aux larmes. Beaucoup de tristesse également avec cette colère. Ah oui, énormément de tristesse, oui, mais c'est surtout la colère qui monte. Pourquoi la colère? La vie de Thomas, elle valait la vie des autres aussi. On n'est pas rien, on vit. On n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre comme ça. Non. Je pense que nos politiciens feront quelque chose. Il ne faut plus que ça dure. La semaine dernière, on avait le débat sur y a-t-il deux peuples ? Ce débat ne sera pas tranché aujourd'hui. En revanche, cette affaire nous a montré avec les images de Crépol qu'il y a bien deux France. Cette France rurale, finalement, on la voit assez peu. Elle est ignorée. Elle est ignorée en tout cas des pouvoirs publics qui sont à Paris. Vous la connaissez un peu parce que vous y vivez. Comment vous pourriez la décrire ? Essentiellement par l'idée de voisinage. C'est-à-dire qu'en fait, une vraie société, ce que vous décrivez, c'est la dissociété, quand les liens sont distendus. On n'est plus en société. D'ailleurs, on ne se salue plus. Dans les villages, à la campagne, on se salue, même quand on ne se connaît pas. On est en société. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? C'est un tissu conjonctif de voisinage. Moi, quand j'étais petit, j'allais veiller les morts, mes voisins. À chaque naissance, on faisait sonner les cloches. Mon enfance s'est écoulée au fil de ruisseaux à Cresson qui chantaient entre les ors des mimosas. C'était une fête. Tout était une fête. Tout était une liturgie, même. Il y avait la kermesse, il y avait le préveil, il y avait le mois de Marie. Je me souviens quand j'étais petit, le matin, tôt, j'ouvrais mes volets, je tendais l'oreille et je captais les trois bruits qui réveillent la campagne. D'abord, la cloche, l'angélus, qui donne le signal de la prière. Ensuite, le coq, qui donne le signal du lever du soleil, le lever du jour. Et le troisième bruit, c'était l'enclume, l'appel au travail. Et ces trois bruits étaient comme trois mélodies qui se fondaient dans une symphonie. Je dois tout à cette symphonie. Je voudrais qu'on revienne à présent, Philippe de Villiers, aux responsables politiques qui, cette semaine, et on l'a déjà vécu, que ce soit pour l'affaire Lola, que ce soit pour cet été Enzo, pour Arras, ou encore cette semaine pour Thomas. La sémantique de l'exécutif est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer qu'il y a un appel à la retenue, à la décence, à la dignité, et que toute responsabilité politique posée serait indigne, finalement, de la peine des familles. C'est-à-dire qu'il est interdit pendant cette période de se poser les bonnes questions, ou même les mauvaises, mais on n'a pas le droit de se poser des questions. Et j'ai récolté quelques témoignages, du moins,
des membres du gouvernement cette semaine. Ils vont dire tous peu ou prou la même chose. On pense évidemment tous à sa famille et je ne doute pas que dans quelques instants, certains tenteront d'exploiter de façon politicienne ce drame absolu. Évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Exploiter, avant d'avoir les réponses aux questions qui sont posées, les choses de manière à essayer d'instrumentaliser un procès politique, c'est anormal. Je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Vous avez fait depuis le début de l'émission de la récupération politique, Philippe de Villiers? Vous vous souvenez de Naël? Oui, très bien. Minute de silence. À l'Assemblée nationale. Et la phrase partie très vite de Emmanuel Macron. Non, c'est Mbappé est parti trop vite. Et lui, il a dit... Non. Emmanuel Macron a dit c'est inexcusable. Oui. Ah, parti très vite, pardon. Je n'avais pas compris. Voilà. Et Mbappé, c'est le petit ange. Parti trop vite. Là, pour Thomas, il n'y a pas de petit ange. Il n'y a pas de faute inexcusable. C'est pas le même tarif. Voilà. En d'autres termes, c'est un sujet que je connais bien depuis longtemps. C'est la différence entre un fait divers et un fait de société, qu'on devrait appeler un fait politique. Si vous me permettez une métaphore, un fait divers, c'est quand il y a quelqu'un qui met le bazar dans la maison. Un fait de société, c'est quand les murs porteurs de la maison tremblent, se lézardent et s'écroulent. Parce que c'est la maison tout entière qui est touchée. Donc dans un premier cas, c'est un comportement individuel. Ça s'appelle un fait divers. Dans l'autre cas, un fait de société, ça touche à l'étymologie du mot cité, la politique. Un fait de société, il est politique parce qu'il a une projection politique, il a une portée politique ou une origine politique. Or là, nous sommes devant un fait politique. Et si les hommes politiques n'ont plus le droit de porter un jugement sur les faits politiques, alors il faut qu'ils soient animateurs au Club Méditerranée. On va revenir sur la loi du silence, parce que pour la première fois, l'identité, vous l'avez dit, des auteurs présumés, arrêtés pour certains par le GIGN, n'a pas été dévoilée. D'ailleurs, petite parenthèse, Elliot. Oui. Vous parlez du GIGN. Vous croyez que pour un fait divers, on envoie le GIGN ? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà ce que le Figaro présentait cette semaine. Gérald Darmanin montre à l'un de ses collègues les noms des suspects placés en garde à vue la veille. Ils sont français, mais pas un seul nom n'a un nom à consonance française. Vous verrez ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. Voilà ce qu'aurait dit un ministre à Gérald Darmanin. Et moi, ma question, elle est très simple. Et on a vu en début de semaine, pour qualifier cette horreur, l'agence France-Presse, qui est l'agence officielle, nous expliquait dans une dépêche que c'était une rixe, comme si ça opposait deux bandes rivales, avec des troubles faits. Ma question, c'est simple, c'est est-ce que, globalement, nos élites politico-médiatiques, et je mets les médias dedans volontairement, est-ce qu'elles sont coupables de déni ou est-ce que c'est une falsification délibérée ? Les deux, mon capitaine. Il y a Eugénie Bastier ce matin sur Europe 1 qui a forgé un nouveau mot. Oui, j'ai écouté. Si elle veut des droits d'auteur, je lui donnerai. Les déniologues, du mot déni. Ce sont des déniologues, nos hommes politiques, et en même temps, ce sont des falsificateurs. En fait, ils ont peur de deux choses. Ils ont peur que ça bouge dans les banlieues, c'est leur balise, comme on dit dans le Vendée Globe. C'est la balise de détresse. On regarde la balise de détresse en permanence, qui s'allume ou pas, pour savoir s'il y a un noyé. Donc leur seule balise, c'est faut pas que ça bouge. Parce qu'il y a tous ces maires, il y a tout ça, ils ont 10% de leurs électeurs. Ouais,
c'est très intéressant à observer, en fait. Ils sont tous complètement ligotés, Gulliver empêtré. Et puis, d'un autre côté, maintenant, ils ont peur d'autre chose. Ils ont peur que ça bouge dans l'autre sens. Parce que là, à Crépol, bon, il y a eu... c'est la tradition de la marche blanche. On envoie des ballons. Bon, c'est une catharsis comme une autre. Un côté nounours. Bon, j'ai rien contre, parce qu'il y a eu une messe d'enterrement, il y a eu une veillée, etc. Mais si on croit qu'on va arrêter ces sauvages avec des ballons qui pètent, ou avec des bougies, ou avec ce fameux slogan « Tu n'auras pas ma haine », comme après le Bataclan, ou avec des fleurs, non. Voilà. Et donc, il faut que se lève une génération politique qui ose pratiquer ce que Péguy demandait de pratiquer. Je dis ce que je vois et je vois ce que je vois. Une dernière question, Philippe Devilliers, puisque l'émission s'achève. Aux obsèques de Thomas cet après-midi, il n'y avait pas de représentant de l'État. Et quand je dis pas représentant de l'État, je peux me tromper, il y avait peut-être le maire, donc c'est quand même un représentant. Mais il n'y avait pas de membre du gouvernement. Selon nos informations, il n'y avait même pas le préfet. Cette cérémonie se voulait apolitique. Je sais que le porte-parole du gouvernement se rendra à Crépol lundi, mais à cette cérémonie, il n'y avait pas de responsable du gouvernement. Est-ce que vous trouvez que c'est une faute ? Oui, c'est plus qu'une faute, comme dirait Talleyrand. C'est une erreur politique majeure qui va compter, parce que, en fait, ce qui me frappe, c'est que tous les Français que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup en ce moment, ils sont exaspérés. Avant, on comptait les Français qui étaient conscients et lucides. La lucidité, cette blessure la plus proche du soleil, disait René Char. On les comptait ensemble. Il y en avait 10%. C'était les derniers Mohicans. Oui. On leur demandait de se balader avec une plume pour qu'ils soient reconnaissables. Maintenant, c'est 80%. 80% des Français sont conscients du fait que notre classe politique les entraîne à l'abîme. Et il va se passer en France bientôt ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Eh bien, écoutez, un chambardement bénéfique pour le pays. La France va retrouver la France. Merci Philippe Devilliers, merci également Geoffroy Lejeune. Dans un instant, c'est la suite avec l'heure des pros.